Deuxième heure du 17-19 avec On vous répond. Comme tous les soirs, nous recevons le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Vous êtes aussi président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous répondrez aux questions des téléspectateurs qu'ils posent à travers le QR code que vous apercevez en haut à droite de l'écran, à mes questions évidemment, et vous parlerez avec Walter Boujna qu'on va apercevoir, qui est assistant de direction à Charenton-le-Pont. Bonsoir Walter. On vous voit et vous interpellerez Éric Coquerel sur la loi immigration. On va en parler tout de suite. Quelles conséquences concrètes, selon vous, cette loi aura, par exemple, sur les personnes étrangères de votre circonscription de Seine-Saint-Denis, ville de Saint-Ouen, par exemple, dont vous êtes C'est très simple. Si elle est promulguée telle qu'elle, elle va durcir les conditions d'accueil, elle va durcir les OQTF, c'est-à-dire les conditions de départ. Ça vous choque ? Oui, ça me choque, oui, parce que moi, je ne suis pas pour durcir les conditions d'accueil des vous dites, quand l'immigration. Non, mais attendez, une OQTF est prononcée, ça vous choque que la loi permette de l'appliquer ? Parce que je pense qu'il y en a trop de prononcés des OQTF. Voilà, c'est-à-dire que globalement, je vais vous donner le cadre de ma réflexion. C'est que je ne crois pas qu'en France, on ait un problème d'immigration, on a un problème d'accueil de l'immigration, qui crée effectivement des situations qui, même pour les riverains, peuvent être difficiles quand on laisse des gens dans la rue. Quand, par exemple, à Calais, on joue les gardes-barrières des Anglais avec des gens qui s'accumulent à Calais, oui. Mais nous ne sommes plus un grand pays d'immigration, contrairement à ce qu'on dit. Il n'y a pas de vague migratoire en France. On est en dessous de la moyenne de l'Europe en termes de nombre d'étrangers, en termes d'accueil. On sait même que les 16% de migrants qui rentrent officiellement sur notre territoire pour des raisons de travail, c'est trop peu, ça ne suffit pas par rapport à nos besoins économiques, raison pour lesquelles vous avez beaucoup de travailleurs sans papier qu'il faut régulariser. Donc vous avez une espèce de fantasme qui est véhiculé depuis longtemps par l'extrême droite. Alors pas que. Et malheureusement, c'est récupéré. C'est aujourd'hui, ça déborde largement jusqu'au macronisme. Alors effectivement, le président de la République a dit avant-hier dans son émission sur France 5, la France a un problème d'immigration. Il a dit il n'y a pas de submersion, ce que dit l'extrême droite, mais il a dit on a un problème d'immigration. Vous ne considérez que la France n'a pas de problème d'immigration ? Non. Je considère qu'il n'y a pas un problème d'immigration. Encore une fois, je pense qu'il y a un problème dans l'organisation de l'accueil de l'immigration, dans le fait qu'on veut utiliser ça, alors en laissant penser que l'immigration serait responsable de tous les maux, la délinquance, le terrorisme, etc. En considérant ce que voulait le Rassemblement national depuis longtemps, que finalement la figure de l'étranger est un danger en soi, qu'il faudrait surcontrôler, sur lequel, c'est pas moi qui le dis, ça c'est Claire Hédon, la défenseur des droits, il faudrait laisser certains de nos droits fondamentaux pour traiter la question. Puis alors là, ce qui a été rajouté, excusez-moi, mais au nom de ça, on ébrèche encore plus le droit du sol. L'automaticité de la citoyenneté française, c'est terminé. On fait de la protection, la préférence nationale, qui était jusqu'à il y a quelques années l'apanage de l'extrême droite. Le RSA, il faut 5 ans pour l'obtenir. Non, oui, peut-être. Mais les allocations familiales qui sont normalement universelles, quand vous êtes un migrant, parce qu'on parle de migrants réguliers, qui travaillaient, c'est pas normal que vous n'en ayez pas le droit, comme tout le monde, ça s'appelle la préférence nationale. D'ailleurs, le Rassemblement national ne s'y est pas trompé, et que des gens comme vous pensez que ce ne c'est pas de la préférence nationale, ça montre. Pardon ? Bah oui, je parle de vous. Vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de m'interroger en me disant, est-ce que finalement c'est la préférence nationale ? Je pense qu'il y a quelques années, nous aurions eu cette discussion. Le RSA, dont l'ancêtre, le RMI, a été créé par Michel Rocard. Là aussi, quelqu'un qui arrive, il lui faut 5 ans pour l'obtenir. Donc là, nous parlons d'allocations qui sont des allocations universelles, d'accord ? Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas que ces allocations n'étaient pas versées en fonction, pas seulement d'ailleurs de votre nationalité, parce que ça va pas concerner les étrangers de l'Union européenne. Absolument. On voit bien qu'en plus, il y a un peu de xénophobie et de racisme, parce qu'on voit bien qui est visé en réalité dans cette question. Donc ça, c'était quelque chose qui est visé. La caution. Très clairement, les migrants qui viennent notamment de l'autre côté de l'Afrique, je veux le dire très clairement. La caution, alors l'histoire de la caution pour les étudiants, c'est non seulement discriminatoire. Ah bon, il n'y en aura pas? On vote quelque chose, il n'y en aura pas? Ah bah oui, ça, je suis d'accord que c'est... D'accord, Madame Borne, j'ai entendu, dit à 10-20 euros. Bah alors, dans ce cas, c'est quoi cette histoire? Le président de la République a dit dans l'émission, moi aussi je suis contre, et si le Conseil constitutionnel le retoque pas... C'est très étonnant, ils votent des lois, ils votent des conditions, ils sont contre. Enfin, vous voyez bien que tout n'a pas de sens. La question de la déchéance de nationalité, c'est une porte ouverte. Alors, on va me dire, oui, mais d'accord, mais c'est ceux qui tuent des policiers, en gros. Oui, d'accord, mais une fois que vous avez
mis la porte, c'est-à-dire ouvert la porte sur le principe, je vous assure qu'après, ces principes vont continuer à s'élargir. Donc, ce sont des choses qu'avant, seule l'extrême droite portait. Ils ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils ont voté pour cette loi, ils lui ont permis même de passer. Je vous ai promis qu'il y aurait mes questions, mais pas que. Celles aussi des Français, qui par définition seront meilleurs. Alors, on va voir d'abord celle de Nat, qui dit, ça va s'afficher dans l'écran en face de vous. Vous êtes président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Comment pouvez-vous soutenir les présidents de départements de gauche qui ne respectent pas la loi depuis quelques jours en France? J'explique aux téléspectateurs qui ne le sauraient pas, les 32 départements dirigés par la gauche, dont la Seine-Saint-Denis, dont vous êtes l'élu, ont décidé de verser quand même l'allocation d'autonomie, bien que la loi ne leur permettent pas. Et on va voir une deuxième question, celle de Pierre 71. Que pensez-vous des départements qui ne veulent pas appliquer la loi immigration? La loi est passée, il faut la respecter. Alors si on ne respecte pas les lois, à quoi ça sert de les faire ou de les appliquer? Votre réponse? Je vais vous répondre très clairement. Moi, je pense que je suis d'un courant politique, une sensibilité qui pense que quand la loi est injuste, il y a aussi une certaine légitimité à résister à la loi, voilà, à son application. Et là, en l'occurrence, les 32 départements dont vous parlez ne disent pas qu'ils vont pas appliquer la loi. Ils disent, ils en ont le droit, qu'ils vont éventuellement voter des allocations spécifiques pour pouvoir compenser ce que la loi prévoit. Et moi, en plus, cette loi est pas promulguée, faut le dire. Donc là, on est dans une bataille. C'est un peu bizarre que là, on pense qu'il y a un problème. Là, je lis les questions, mais par contre, c'est pas un problème quand Madame Borne dit qu'en fait, ça sera 10-20 € la caution, que le chef de l'État, Madame Borne, dit, rassurez-vous, de toute façon, la plupart de ces articles seront pas constitutionnels. Autrement dit, tout ça, c'est pour l'affichage et pour avoir un accord qui nous permet d'être majoritaire. Bon, c'est l'équivalent de ça, quelque part. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'à l'avance, cette loi sera pas appliquée. Eux, c'est leur manière de le dire, et je suis plutôt de leur côté, c'est-à-dire de dire que, quand une loi est injuste, à un moment donné, c'est même, vous savez, les grands principes des Lumières, à un moment donné, il y a le droit à la résistance. Voilà, la loi n'est pas forcément toujours quelque chose qui doit s'appliquer. J'entends et on peut vous entendre, mais si chaque élu, en fonction de son étiquette politique, décide que telle loi est injuste, demain, s'il advenait qu'il y ait un département Rassemblement National, il pourrait aussi considérer que telle allocation, ça lui plaît pas et qu'il y a des parties de la loi qu'il va pas appliquer. D'ailleurs, c'est ce que fait aussi le Rassemblement National dans certains endroits, dans certaines mairies. Des choses qu'ils n'appliquent pas forcément ou qu'ils appliquent en plus de la loi sur certaines conditions. Et donc, les élus de gauche ont le droit de ne pas l'appliquer, mais pas les élus de droite. À partir du moment où on est... Encore une fois, cette loi, elle n'est pas promulguée pour l'instant. D'accord ? Elle a été, je vous le rappelle, adoptée par une majorité. Mais est-ce que je dois comprendre que quand elle sera promulguée, ils ne pourront plus faire ça? Eh bien, moi, ça ne me choque. Alors, je vous réponds, en pensez ce que vous voulez, ça ne me choque pas qu'à un moment donné, des départements élus, d'accord, qui ont un mandat pour ça, mettent en place des dispositifs qui permettront de ne pas avoir la préférence nationale dans ce pays, parce que la préférence nationale, jusqu'à maintenant, ce sont des politiques d'extrême droite. Et moi, je vais vous répondre, si demain l'extrême droite était élue dans ce pays, il me semblerait plutôt normal qu'on résiste par rapport à une politique d'extrême droite. Voilà. Comme dans certains moments de l'histoire, on a résisté dans ce pays par rapport à des choses qui pouvaient être, entre guillemets, le pays légal, mais qui n'étaient pas le pays légitime par rapport à nos principes républicains. Je vous réponds. C'est clair. Bonsoir Walter Boujna. Vous êtes assistant de direction à Charenton-le-Pont. Je précise que vous avez toujours voté à droite, mais que pour la dernière présidentielle, vous vous êtes un peu radicalisé car vous avez voté Zemmour au premier tour, puis Le Pen au deuxième. C'est clair, il faut savoir qui parle. Nous le savons. Je suis un monstre. Pardon ? Donc, je viens d'écouter 8 minutes de déni, 8 minutes de hors-sol, 8 minutes de déconnexion totale avec un monsieur qui est obligé, bien sûr, d'alimenter sa clientèle et de défendre, bien sûr, le droit du sol, les étrangers, les binationaux et tout y compris. Le droit du sol, je ferai remarquer que c'est notre Constitution, monsieur. Oui. Donc c'est pas la Constitution n'est pas intangible. La Constitution, cher monsieur, n'est pas intangible. Elle est là pour servir le pays et le peuple qui peuple le pays. Ça veut dire que en fonction des événements et de l'évolution de la situation à tous les niveaux, on doit pouvoir la modifier pour s'adapter à la situation. Vous avez raison, Vichy l'a modifiée. Donc ça veut dire que j'ai entendu 8 minutes de déni, le déni habituel, où il n'y a aucun lien entre l'insécurité, l'ensauvagement, 80% de musulmans dans nos prisons, dont 25% d'étrangers. L'explosion, oui, vous pouvez hocher la tête, ce sont des chiffres. Et non, c'est vos chiffres de militants d'extrême droite, monsieur. Non, vous savez d'où je le prends, ce chiffre? Du recteur de la mosquée de Paris.
Vous avez mieux comme référence ? Allez. Oui, mais vous n'avez pas mieux, monsieur. Donc en fait, ce parti anti-France, qui s'appelle pourtant la France Insoumise, est complètement soumise à ses clients. Et je vais aller plus loin. Ce parti est un parti anti-France qui regroupe absolument toutes les minorités sociétales, ethniques, sexuelles, religieuses, mis à part les juifs, bien sûr, puisque nous avons appris que le Hamas n'était pas un mouvement terroriste. Vous avez, monsieur, pris toutes les positions les plus radicales. Vous parlez d'extrême droite, mais il faudrait inventer un mot pour vous, c'est l'ultra-gauche. Vous avez pris toutes les positions qui sont complètement déconnectées de la majorité des Français. Vous êtes élu de la République française, monsieur, et pas de la République mondiale, africaine ou islamique. Donc, vous étiez à 20%, je finis une phrase, vous étiez à 20% en 2022. Vous êtes aujourd'hui à 12% maximum. Et vous continuez la chute, vous êtes en train de vous suicider parce que vous êtes encore plus déconnecté que les socialo-progressistes depuis 40 ans. Pour ce qui est de cette loi immigration, si vous me donnez un seul élément... Est-ce qu'on peut laisser répondre Éric Coquerel ? Non, mais je vais vous répondre. On est sur une téléservice public. Il y a quelques années, les propos de ce monsieur, qui sont des propos d'ultra-droite, racistes, xénophobes, véhiculant des fantasmes absolument sans réalité, ce serait fait dans l'arrière-fond d'un café. Et aujourd'hui, c'est sur une télé publique qu'on me met cet auditeur en face. Donc, excusez-moi, je ne vais pas passer mon temps à répondre. C'est le débat démocratique. Non, c'est pas le débat démocratique. Si. Inviter un représentant de Zemmour en face de moi, là, vous donnez la parole à un auditeur qui est un militant de M. Zemmour, ultra-droite. Si nous ne l'avions pas dit, si on l'a dit, en quelques minutes, débattez avec lui. qu'en quelques minutes, il vient de sortir des phrases qui sont, à mon avis, qui peuvent toutes être attaquées pour délit raciste. Voilà, donc voilà, ma réponse, elle est là. Bien. Walter, en un mot. Je vais juste finir, je vais le rassurer. Et je crois qu'il a déjà évoqué la chose. Là, on change de sujet. On parle de la République, la fausse démocratie, la République kidnappée. À savoir que finalement, ceux qui font les lois en dernier ressort, ce ne sont pas les députés, ce n'est même pas le président de la République qui peut se cacher derrière, c'est le Conseil constitutionnel. Ce sont 9 personnes qui sont désignées, bon, on sait comment, il y en a certaines qui n'ont aucune compétence juridique ni rien du tout, ils sont là pour assurer une voix. Non, mais ça, alors franchement, Éric Coquerel, il n'y est pour rien. Non, mais justement, j'ai dit que je change de sujet. Éric Coquerel est en miettes, je vais passer maintenant au Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Que cette loi, je suis désolé, monsieur Éric Coquerel, il fallait répondre. Voilà, on n'est pas répondu comme d'habitude, on vous connaît. Donc, le Conseil constitutionnel va bien sûr enlever toute la substance de cette loi et monsieur Macron, puisque lui, au fond, il ne l'aime pas trop, cette loi, monsieur Coquerel a parfaitement raison, c'est un truc complètement artificiel, il va être content de dire, vous voyez les Français, j'ai essayé, vous êtes 70% à vouloir qu'on fasse quelque chose, j'ai essayé, mais on peut pas, parce que le Conseil constitutionnel a dit non. Voilà. Donc nous sommes dans une fausse démocratie, il faudrait changer en profondeur. Réponse. Merci. Sur, de fait, ça c'est des choses sur lesquelles vous pourriez éventuellement vous retrouver, sur le fait que le gouvernement se sert du Conseil constitutionnel comme d'une arme politique. Il y a un Conseil constitutionnel. Il y a un certain moment, par exemple, au moment du Conseil constitutionnel sur les réformes des retraites, on estimait qu'il y avait des choses qui étaient anticonstitutionnelles. Il a jugé l'inverse. Bon, donc moi je peux critiquer. On a le droit de critiquer les positions du Conseil constitutionnel. De là à dire que en réalité c'est une espèce de paravent, non. Par exemple, je pense que sur les questions qui sont en réalité des questions constitutionnelles, n'en déplaise à ce monsieur, qui sont ceux de notre République, sur le droit du sol, sur la préférence nationale, je pense que le Conseil constitutionnel, je l'espère, ou les quotas, va retoquer ces choses-là. Voilà, c'est tout, parce que nos principes républicains seraient fortement entachés. Et quand je dis ça, je pense que je correspond plus à ce que dit et pense une grande majorité de nos concitoyens plutôt que ce militant d'ultra-droite. On va continuer avec les questions des Français. Je vous propose celle de Gabriel, 04. L'attitude du RN n'est-elle pas plus intelligente que celle de votre parti si l'on en croit les sondages de popularité ? Je découvre la question comme vous. Bon, ça, écoutez, on verra au moment des élections. C'est les élections qui trancheront. C'est pas les sondages de popularité. Nous, vous savez, j'ai connu déjà des sondages de popularité, par exemple, au moment de la période où notre siège avait été perquisitionné, où on nous expliquait que pour France Insoumise, pour Jean-Luc Mélenchon, c'était fini, etc., et que
et que les bons scores étaient derrière nous. On a vu ce qui s'est passé au présidentiel. Moi, je crois qu'on peut pas faire de la politique comme ça. Il faut faire de la politique en défendant des idées qu'on croit justes. Moi, ce que je constate effectivement, la conclusion politique que je tire de la période qu'on vient de vivre, c'est que je crois que le macronisme a perdu les prochaines élections. Macronisme où c'est les suites qui pourront être les siennes, tout simplement parce que il a gagné face à Marine Le Pen en appelant à faire barrage contre l'extrême droite. C'était ses mots. Il revendiquait même nos voix. Il disait même que ça l'oblige. À partir du moment où il applique en réalité des pans du programme d'extrême droite, il ne pourra plus jouer ce rôle-là. Bon, donc ça, par exemple, je pense que là, le macronisme a perdu à travers la loi immigration. C'est clair que ça renforce l'extrême droite. C'est clair que ça renforce l'extrême droite. Mais je pense aussi que, si j'en crois, par exemple, j'ai regardé des sondages récents sur les législatives, que ça ne fait pas perdre une gauche qui serait ensemble rassemblée sur un programme de rupture. Ça me semble nécessaire. Donc voilà, moi, je regarde les choses comme ça. On est dans un moment, de toute façon, quelque part, j'ai toujours pensé que ça serait eux ou nous. Quand je dis nous, ça peut englober ce monsieur. C'est-à-dire que, à un moment donné, ça va être des gens qui défendent une rupture avec le système néolibéral, le fait de s'appuyer sur les principes républicains, liberté, égalité, fraternité, et puis ceux qui n'ont comme programme que la division, la haine, la xénophobie. Voilà, je crois que on arrivera à ça, et ça sera le cadre de la prochaine élection. Une offre radicale, comme vous le dites, est plus capable de battre Marine Le Pen que le continuateur d'Emmanuel Macron. Je vais vous dire pourquoi, parce que parler des sondages, c'est intéressant. Dans les sondages, il y a... Parce que les sondages disent exactement l'inverse. Non, c'est pas vrai. Regardez les sondages sur les thèmes. Oui. Vous apercevez que sur les thèmes, sur la politique économique et sociale, sur les questions de services publics, sur les questions d'inégalité, sur les questions du manque de taxation des plus hauts revenus, etc., toutes choses que nous portons, c'est très largement majoritaire dans la population. Et d'ailleurs, la réforme des retraites l'a montré. Donc, pas quand on transforme ça en candidature. Les derniers sondages présidentiels mettent... 2%, c'était pas si mal. On n'a pas été très loin du deuxième tour. Les derniers sondages présidentiels mettent Jean-Luc Mélenchon à 15%, ce qui n'est pas mal. Pour l'instant, ce qui est mais plus que... dans aucun sondage, il n'est au deuxième tour. C'est plus que n'importe quel autre sondage, 2 ans, 3 ans avant un premier tour dans les élections précédentes. Je regarde le résultat qui a été donné il y a pas longtemps. Alors, faut prendre toujours avec des pincettes les sondages. Enfin, en gros, en cas de législative anticipée, on s'aperçoit que la NUPES fait plus que le Rassemblement national. Donc, si, je vous assure. Moins de sièges. Regardez. Non, pas du tout. 195 sièges la NUPES, pour la NUPES rassemblée. Votre patron en a décrété la mort. C'est un sondage qui est sorti. Jean-Luc Mélenchon a dit la NUPES est morte. Je vous donne un sondage. Donc, non, mais vous me parlez de la NUPES. Je pas de discussion. Là, on en parlera après. Laissez-moi, Gilles Bolchenk, aller jusqu'au bout. Merci. Moi, je suis convaincu qu'une force de gauche qui se bat sur un programme, quand je dis radical, c'est-à-dire en rupture avec le néolibéralisme, qui propose une autre politique, et qui s'appuie, encore une fois, sur les principes républicains, justement, pour ne pas faire ce que fait le macronisme, c'est-à-dire faire des œillades, tellement d'œillades à l'extrême droite qu'au bout d'un moment, il applique son programme d'extrême droite. Je pense que nous sommes en mesure, notamment, de rassembler, par exemple, les abstentionnistes et de gagner ces élections. Voilà. En tout cas, je n'ai pas d'autre solution que d'essayer de combattre la progression de l'extrême droite en France, comme ailleurs, d'ailleurs, manifestement ailleurs en Europe. Il y a des questions qui nous sont arrivées dans l'après-midi, il y a des questions qui arrivent en direct, et on me dit que Flo a une question. Cette loi immigration n'est-elle pas, je la découvre avec vous, n'est-elle pas une excuse pour détourner l'attention de l'opinion publique en désignant l'étranger comme coupable de tous ces vrais problèmes que le citoyen rencontre au quotidien, pouvoir d'achat, système de santé, système éducatif? Je suis sûr que vous êtes plutôt d'accord avec Flo. Oui, parce que je pense que c'est d'ailleurs la mission historique de l'extrême droite a toujours été celle-là. En gros, c'est plutôt de nous indiquer que le problème de notre société serait le pauvre qui est à côté de nous, mais qui n'a pas la même nationalité, plutôt que celui qui profite du système et qui s'enrichit avec des revenus, qui tire des profits. Bon, donc c'est bien de détourner le regard. À la raison, c'est de diviser aussi. C'est-à-dire de faire en sorte de laisser penser à quelqu'un qui habite dans le centre de la France, qui regarde les chaînes d'information en continu, que le problème majeur serait pas l'augmentation du pouvoir, la baisse du pouvoir d'achat, les services publics qui disparaissent, mais des immigrés que par ailleurs, souvent dans son département, il ne voit que très peu, mais c'est ce qu'on lui véhicule, ce qu'on lui dit. Bon, voilà donc le problème. Je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça que je dis, il faut revenir aux faits. Vous savez, vous connaissiez Monsieur Héran, le sociologue. François Héran. François Héran, voilà. Il était il y a pas très longtemps avant. Il a été sur ce plateau il y a pas longtemps. Il le dit lui-même. Il dit. Face à ça, il faut mettre les faits. Et les faits, c'est encore une fois ce que je vous ai dit tout à l'heure, la France n'est pas une terre qui attire beaucoup de migrants depuis quelques années, contrairement à d'autres pays européens. Et je vais vous donner un exemple. J'étais il y a quelques temps au Cameroun, d'accord, pour un voyage parlementaire au Cameroun, pour une semaine. Cameroun,
en termes économiques, n'est pas au niveau de la France, c'est le moins qu'on puisse dire, au niveau problématique. Et les dirigeants du Cameroun m'expliquaient que ils avaient par centaines de milliers des personnes qui venaient, des réfugiés qui venaient du Nigeria, des pays notamment qui les entourent au niveau du Sahel. Et ils considéraient que c'était une chance. Ils disaient, nous considérons que c'est une chance pour notre économie. Et puis après, ça c'est nécessaire aussi, nous regardons aussi avec les pays de départ d'essayer de résoudre les causes des départs. Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que on pourrait faire au niveau international, parce que quelqu'un ne part jamais par plaisir. Mais c'est la seule façon d'envisager l'immigration, c'est-à-dire de le regarder avec une vision rationnelle. Sinon, Éric Coquerel, les uns après les autres, les pays d'Europe basculent dans le populisme, et beaucoup disent que si la gauche perd ou que les partis gouvernements perdent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à prendre en compte cette question de l'immigration. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que vous dites des choses, mais manifestement l'opinion publique, même de gauche, ne vous suit pas. D'accord, mais ça vaut au moins le coup de pouvoir les dire, parce que c'est les choses exactes. Le reste, c'est encore une fois des choses qu'on véhicule et des fantasmes. Donc il faut mieux pouvoir commencer par le dire. C'est la meilleure manière de déconstruire à un moment donné des choses qui sont faites justement pour persuader les gens que leur problème c'est leur voisin d'à côté parce qu'il n'a pas la même couleur de peau. Voilà, je vous dis ça. C'est vieux, c'est traditionnel. Vous savez, l'extrême droite faisait ça avant la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que maintenant elle gagne. C'était les Italiens, les Espagnols. Maintenant, c'est plutôt les gens qui viennent de l'autre côté de l'Afrique. Bon, mais ça, c'est une vieille réplique. Donc il faut donner des faits. Moi, j'essaie de vous donner des faits. Je vous dis, vous pouvez regarder tous les chiffres, tout ce que je vous dis est vrai. Je vous dis par exemple. Prenons un exemple, le regroupement familial, dont la droite, LR, porteuse de ce que disent... Vous ne me répondez pas. Nous a dit... Non, mais attendez, laissez-moi répondre. Moi, j'aurais donné cette information. On nous dit, mais il faut limiter le regroupement familial, c'est une horreur. Ce ne sont plus que 4% des visas. Mais vous balayez ma remarque. Je vous dis... Mais non, mais je vous la balaye pas, mais je profite du temps que vous me donnez d'antenne pour dire que... D'accord, vous dites ce qui est donner les informations. D'accord, mais donc, quand on vous dit, avec ces... Enfin, l'opinion publique n'est plus prête... Et donc je ne sais pas, je vous demande. À partir de là, il faut que je fasse quoi? Je dis, oui, l'opinion publique n'est pas de cet avis, des partis populistes arrivent un peu partout, ayons le même discours que les partis populistes, c'est ce que fait M. Macron. Est-ce que vous pensez que ça va sourire à M. Macron et au macronisme de quelque part embrayer sur les idées de l'extrême droite? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui vont leur permettre de battre l'extrême droite? Moi, je ne crois pas. Je vais vous poser la question différemment. Je pense qu'il faut proposer justement des arguments, des faits, et montrer que sur d'autres aspects, on ferait mieux effectivement de se battre tous ensemble, par exemple sur la réforme des retraites, par exemple sur un budget qui va rien régler, etc. Voilà. Moi, m'inviter, je ne peux que dire ça. Tout à fait. On va parler des débouchés politiques, parce que c'est vrai que cet épisode pourrait ouvrir un moment de gauche, avec détourner des gens de gauche qui, sincèrement, avaient cru au macronisme et qui vont s'en éloigner. Quel débouché politique faut-il leur offrir ? Vous avez parlé de radicalité. Est-ce que vous êtes certain que c'est la réaffirmation d'une radicalité qui pourrait attirer à vous ces électeurs de gauche peut-être déçus? En tout cas, je crois que c'est ce qui est le plus à même de nous d'attirer à nous une majorité de Français, déjà, qui subissent le système, son injustice, son inégalité, les inégalités qui explosent, qui fait que, vous savez, que 150 milliardaires dans ce pays ne payent plus que moins de 2% d'impôt sur le revenu. D'accord? C'est ça c'est les chiffres de l'IPP, c'est pas les miens, de l'Institut politique. Donc il y a des choses qui sont insupportables. De façon si vous voulez faire en sorte que les gens croient encore qu'on peut changer ça, que ça vaut le coup d'aller voter, notamment les abstentionnistes, qui sont beaucoup dans les milieux populaires, oui, il faut avoir une certaine radicalité. Et d'autant plus qu'on a connu l'autre ligne, celle que j'appellerais d'accommodement à gauche. C'est la ligne de Hollande, en gros. Ça a terminé comment? Ça se termine avec M. Macron. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en termes d'efficacité électorale, et ça termine avec 1,64%. Mais vous avez le sentiment que les gens de gauche modérés, disons, qui ont voté Macron 2 fois, s'ils ne sont plus prêts à voter Macron, peut-être à cause de cette loi, ils sont prêts à voter Mélenchon? Alors, je vais vous dire une chose, je pense que ma cible première, ne le prenez pas mal pour ses électeurs, qui, à mon avis, au bout d'un moment, pourront peut-être avoir à choisir entre l'extrême droite et puis une force qui est quand même une force républicaine, même si sur le plan économique, ils trouvent un peu radical, mais ils auront ce choix à faire. De la même manière que nous, on a eu ce choix à faire à un moment donné entre M. Macron et Mme Le Pen, choix qui sera bien difficile à M. Macron ou à son successeur de demander de faire par la suite. Donc je vous réponds, je crois que ce qui m'intéresse d'abord, c'est tous ceux qui subissent ce système, et notamment les abstentionnistes, notamment tous ceux qui sont qui n'ont pas été votés. C'est aussi, par exemple, vous prenez la dernière élection, qu'est-ce qui nous fait rater le deuxième tour?
Monsieur Roussel ne se présente pas, nous sommes au deuxième tour. Donc c'est aussi le fait de dire un peu aux autres candidats de gauche, aux autres forces de gauche, il faut peut-être mieux pas rejouer le coup de la division, et que quand on est en plus d'accord sur un programme radical d'un point de vue économique, quand je dis radical, c'est pas les soviets, mais c'est simplement de revenir, par exemple, à des services publics, de revenir à une plus grande égalité devant l'impôt, à la retraite à 60 ans, à favoriser les revenus du travail par rapport à ceux du capital, ce qu'on faisait il y a quelques dizaines d'années dans ce pays. Eh bien, moi, je pense que c'est d'abord eux que je visais pour aller au deuxième tour. Et puis après, on verra bien. Les électeurs dont vous parlez auront des choix à faire entre nous et l'extrême droite. Une question, me dit-on, de Gilles sur, c'est pas moi, une question de Gilles sur Jean-Luc Mélenchon. On va la voir. Gilles, Monsieur Coquerel, le comportement de Monsieur Mélenchon rend la gauche inaudible et lui fait un tort irréparable. Est-ce que vous lui dites ? Je suis pas d'accord avec ça, donc je vais pas lui dire quelque chose avec lequel je suis pas d'accord. Voilà. Moi, mon attention là en ce moment, c'est pas d'abord de quel propos parle-t-on. Le fait que Jean-Luc, dans la situation actuelle, a des phrases fortes, prononce des discours forts sur des tweets polémiques. Sur, par exemple, la loi immigration, sur la réforme des retraites. Non, c'est pas ça. Ce qu'il fait. Non, je pense que ce dont parle monsieur, c'est éventuellement des tweets polémiques sur ma consoeur. C'est Gilles. Ah bah oui, Gilles. Non. Vous savez très bien que c'est pas de ça dont on parle. Vous savez très bien à quoi il est fait illusion, à parfois une certaine violence dans le propos. Polémique sur Routel Krief, par exemple, la polémique sur le Hamas. Il me semble que c'est ce genre de choses. Il y a une autre question. Non, mais attendez. On va venir. La politique sur le Hamas, moi, je partage exactement ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est pas un problème de polémique, c'est un problème de ligne politique. Au moins, autant vous pouvez pas être d'accord avec une ligne politique. Vous êtes d'accord que c'est pas une organisation terroriste. Bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. Vos confrères de l'AFP ont expliqué un jour dans une très bonne note pourquoi ils refusaient de s'approprier la question terroriste, parce qu'ils notaient que dans l'histoire, la caractérisation de terroriste souvent permettait, j'allais dire, de discréditer par avance telle ou telle opinion. Il parlait de Mandela, par exemple. Donc, ils refusent de le faire. Moi, je considère que le 7 octobre est un massacre absolument abominable que je condamne. D'accord ? Je ne suis absolument pas d'accord avec le Hamas. Voilà, je vous dis ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut savoir pourquoi on nous demande à tout prix de dire que c'est une organisation terroriste. On nous demande, et c'est M. Netanyahou, au nom du choc des civilisations, de penser que c'est une guerre de religion. Si, je vous dis d'où ça vient. D'accord ? Vous me dites non, mais ça fait des années que quelque part, c'est défendu par les dirigeants d'Israël. Mais c'est pas parce que Netanyahou dit ça, ce n'est pas Benjamin. Vous me laissez finir une réflexion et me répondre. Non, vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est pas vous qui êtes invité, c'est moi. Donc à partir de là, je vous explique. Il y a l'idée que le conflit israélo-palestinien serait, il faut le voir avec les mêmes lunettes que ce qui nous oppose, par exemple, par rapport à Daesh. Le bien contre le mal, la démocratie contre des intégristes islamiques. Je dis que ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est une guerre coloniale dans laquelle on n'a pas forcément pour autant à être d'accord sur toutes les façons dont ceux qui sont colonisés réagissent. Donc, pour raisons pour lesquelles je suis contre les massacres. Mais si je tiens à dire ça, c'est parce que l'issue, si c'est Daesh, si c'est un groupe terroriste comme ceux auxquels on s'est opposé, si c'est ça que ça exprime, dans ce cas, il y a pas à tortiller. On a raison d'avoir un soutien inconditionnel à Israël. Si c'est plus compliqué, si c'est une guerre coloniale qui se perpétue, dans ces cas-là, on n'accepte pas qu'il y ait plus de 18 000 morts civils palestiniens à Gaza. On n'accepte pas. Après, on va vers les 20 000, dont 70% femmes et enfants. On n'accepte pas qu'il y ait 175 morts en Cisjordanie. On n'accepte pas que les buts de guerre, en réalité, et on le dit, c'est moins d'éradiquer le Hamas que d'en finir avec Gaza et la Cisjordanie comme territoire palestinien. Je voulais juste vous dire. Je vous explique. J'ai compris. Et d'ailleurs, ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'il n'y a pas que. moins attaqué parce que ça vient assez. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que quand vous avez dit que c'est Benyamin Netanyahou qui vous demande de qualifier le Hamas de terroriste. Le 8 octobre, discours de monsieur Netanyahou. À moi, je peux dire un mot ? Oui, mais ce n'est pas le seul. Il n'y a pas que Benyamin. D'accord, mais je regarde d'où vient l'origine de ceux qui veulent qu'on ait. On est sommé par Benyamin Netanyahou. Pas que. D'accord, et ça vient de plus loin encore. Une autre question concernant les termes. Vous savez d'où ça vient. Concernant les termes, parce qu'il y a un autre terme qui a été utilisé par une de vos collègues et qui a posé problème, question de GG. Monsieur, condamnez-vous les propos de ceux qui désignent les terroristes du Hamas sous l'appellation de résistants? Ça, c'était les propos de Daniel Obono. Moi, j'utilise pas ce terme-là pour une bonne raison, à peu près pour la même raison d'ailleurs que je refuse d'utiliser le terme de groupe terroriste, parce que ça caractérise le conflit, et de la même manière, vis-à-vis du Hamas, je refuse d'utiliser un terme qui, en France, a inévitablement une connotation positive. Okay. Donc voilà, je refuse.
La position française qui a été encore exprimée récemment par Emmanuel Macron dans son émission d'avant-hier, il a dit c'est pas en rasant Gaza qu'on trouvera une solution, et il monte de plus en plus de distance à l'égard de la politique d'Israël. Est-ce que cette position vous convient ? Est-ce que, en gros, vous soutenez la position actuelle de la diplomatie française ? En tout cas, je la soutiens plus que quand monsieur Macron, à côté de monsieur Netanyahou, puisque vous me dites qu'il n'était pas à l'origine de cet appel, appelait à une coalition contre le Hamas, ça évidemment. Donc, l'évolution de la diplomatie française, qui avait déjà été commencé à être effectué par Madame Colonna. Monsieur Macron a mis du temps. C'est-à-dire le fait de dire qu'il faut un cessez-le-feu, c'est une position qui est la nôtre depuis le départ. Donc à partir du moment où ils viennent, je suis plutôt satisfait. Maintenant, il faut aller plus loin. Parce que à partir du moment où c'est un cessez-le-feu, à partir du moment où, pour reprendre les termes de l'ONU, c'est pas moi, c'est l'ONU, parle de nettoyage ethnique, parle de risque génocidaire, il faut se fixer la gravité du moment. Il y a un risque génocidaire, vous croyez ? Ah je pense, oui. Quand vous commencez à tuer 20 000 personnes et que, après avoir bombardé le Nord, vous bombardez le Sud, vous dites aux Palestiniens, vous allez situer sur une bande littorale. Pardon. Le génocide ne veut pas dire forcément que vous en finissez avec tout le monde. Ça veut dire, non mais c'est l'ONU qui l'exprime. Les caractérisations, c'est qu'à un moment donné, vous en finissiez avec la caractérisation d'un peuple en tant que tel. C'est-à-dire que donc vous pensez qu'il y a une volonté d'en terminer avec un peuple en tant que tel ? Je pense qu'il y a une volonté de la part de M. Netanyahou affichée, puisque le 23 septembre, devant l'Assemblée générale de l'ONU, il montre une carte dans laquelle Gaza et Cisjordanie n'existent plus comme entité autonome, c'est devenu une entité israélienne. Donc je vous le dis, je réponds oui, je pense que M. Netanyahou, mais en plus c'est ses mots. Il le dit. Son gouvernement, dans lequel il y a des suprémacistes et des racistes, dit que l'objectif, c'est d'en finir avec ça. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que Gaza et la Cisjordanie ne puissent plus être les entités territoriales d'un futur État palestinien. Je vous réponds. Dernière question. Et c'est à ça qu'il faut s'opposer. Attendez, vous m'avez pas laissé finir. Donc le cessez-le-feu, c'est très bien. Le cessez-le-feu, c'est très bien. Mais maintenant, il faut aussi réfléchir à des sanctions économiques. Et il faut réfléchir peut-être aussi, et le mieux, ça serait de reconnaître la Palestine comme État pour y parvenir. Pourquoi pas une force d'interposition de l'ONU ? Il y a d'autres conflits dans le monde où on songe à ça. En tout cas, il faut arrêter ça. Parce que, Gilles Bernstein, ma conviction, c'est que c'est mauvais pour les deux peuples. C'est mauvais maintenant pour le peuple palestinien, tout le monde s'en rend compte, mais on vit pas comme ça dans une situation de conflit avec ses voisins, avec un autre peuple qu'on colonise pendant des décennies, donc je pense que c'est aussi mauvais à terme pour le peuple israélien. Dernière question qui n'a strictement rien à voir. La nouvelle ministre de la Santé et de la Solidarité, Agnès Firmin-Lebaudot, est sous le coup d'une enquête pour avoir accepté des cadeaux d'une valeur dont on dit de 20 000 euros par des labos pharmaceutiques et de ne pas les avoir déclarés. Est-ce que vous considérez qu'elle doit partir ? Merci. D'abord, avant tout, je rends hommage à Aurélien Rousseau, si vous voulez bien. Voilà. Qui lui avait dit « je ne reste pas » et qui n'est pas resté, suite au vote de la loi immigration. Je le connais, je pense que c'était contraire à ses principes, et il a démissionné. Les autres ministres issus de la gauche devraient démissionner ? À mon avis, ils avaient dit des choses, donc ils devraient le faire. Mais laissez-moi avoir un mot positif par rapport à Aurélien Rousseau, à qui je rends hommage et à qui j'envoie un salut fraternel de ce fait. Sur le très franchement, j'ai découvert alors là, pour le coup, je suis assez pour que y ait une enquête, et puis que on aille jusqu'au bout de l'enquête. Si ça s'avère vrai, c'est un problème, chacun pourra le constater. Donc voilà, pour l'instant... présomption d'innocence. Ah oui, tant qu'une enquête n'est pas résolue, c'est une présomption d'innocence. Oui. En un mot, si elle est encore là, il soutiendra en février une loi sur la fin de vie. Alors je sais qu'on n'a pas les détails de la loi, mais dans le principe, est-ce que vous soutiendrez cette loi ? On va attendre ce qu'il y a dedans, peut-être. Non, mais sur l'idée de faire voter une loi. Bien sûr, on s'est affirmé pour, bien évidemment. Ma collègue Caroline Fiat s'est beaucoup battue à l'Assemblée sur ce thème. Vice-présidente de l'Assemblée. Absolument, donc oui, bien évidemment, si ça va dans le bon sens. Bien. On n'hésite jamais à voter des lois qui vont dans le bon sens. Merci. Et à s'opposer aux lois d'extrême droite. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir accepté cette invitation.